Bonsoir à tous, merci de suivre la télévision nationale et bienvenue dans votre émission Grand Angle, la Guinée, de retour à l'ordre constitutionnel depuis la prestation de serment. Samedi dernier du président Mamadi Doumbouya, les Guinéens sont sûrs que leur pays est de retour à l'ordre constitutionnel. Mais pour maintenir cet élan et l'allant, chaque Guinéen doit jouer sa partition dans son domaine. En clair, le maintien de cet acquis doit être l'affaire de tous, à commencer par la société civile. Quel rôle doit jouer la société civile pour maintenir l'élan pris? Quelle contribution pour cette société civile avant et après la mise en place du nouveau gouvernement attendu? Pour répondre à ces questions, Grand Angle a invité Gabriel Abba, président de la coordination nationale des organisations de la société civile CNOX. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Dans notre focus, nous reviendrons sur les opérations de déguerpissement encore et toujours lancées à Conakry. Nos chroniqueurs reviendront aussi sur la situation administrative et financière à l'hôpital Jean-Paul II. Le directeur Soriba Souma, suspendu en novembre dernier par la ministre Charlotte Daffé pour, selon la décision du ministre, manque de transparence dans la gestion des ressources financières et de retour aux affaires à travers une autre décision contraire. Que s'est-il passé alors qu'on parle de 11 milliards alloués par l'État guinéen à cette structure pour l'achat des équipements? Certains travailleurs de Jean-Paul II rencontrés par Grand Angle signalent que plus de 6 milliards seraient déjà sortis du compte de l'hôpital au trésor public, dont 3 milliards frauduleusement. Que s'est-il passé entre-temps pour que la ministre Charlotte Daffé décide de ramener Soriba Souma à la tête de l'institution de l'hôpital Jean-Paul II? Nous sommes dans la commune de Ratoma. On en parle dans ce numéro de Grand Angle avec nos chroniqueurs déjà bien installés. Moussa Kouyaté, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir David et bonsoir à ceux qui nous regardent à l'hôpital Jean-Paul II. Oui. Safiatou Kondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, souvent je bonsoir commence à par toi. tous. Bah oui, mais c'est pas grave. Okay. Comme ça, c'est l'autre là, ça allait être un problème. Oui. Bonsoir à tous et je parle encore pour la énième fois de ces camions, des gros porteurs qui ne cessent de faire des dégâts dans les rues. Tout à l'heure là, en venant, entre le petit commissariat qui est juste après Prima Santa, il y a un gros camion qui allait se déverser avec tout ce qui est agrégat et la route est complètement bloquée. On ne sait pas encore s'il y a eu mort d'homme ou s'il y a eu des victimes, on ne le souhaite pas. Le temps peut-être de le temps de voir. Et juste devant un commissariat, il va carrément se mettre dans le bois et puis voilà, assez de dégâts et avec ces gros camions, je ne sais pas ce qu'il faut faire finalement pour les arrêter. Il faut réglementer tout simplement leur et ça crée un énorme bouchon avant d'arriver là. Tout à fait, on peut l'imaginer. On a souvent dit ça, les gros porteurs doivent circuler à des moments où la circulation est moins intense. On en a tellement parlé, 20h, 22h. Des fois même on a proposé, on a commencé, mais après un moment, on a relâché et voilà, les mauvaises habitudes. Et ça recommence. Voilà, ça recommence toujours. Et on attend encore qu'il y ait un drame pour dire attention, il faut réglementer. Ali Moussoiré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David. La circulation de ces gros porteurs à Conakry, c'est comme l'opération d'assainissement, c'est-à-dire il n'y a pas une stratégie de pérenniser les acquis, sinon je pense à un moment donné, il y avait même des heures où ces gros porteurs ne devraient pas circuler. Mais malheureusement, quand vous venez, on n'a pas ici besoin de faire un débat d'hommes, mais l'administration, c'est ça, à un moment donné, ce sont les hommes. Quand vous venez, vous prenez une décision, vous partez avec vos décisions, même si ce sont des bonnes décisions, malheureusement. Sinon, je pense que des stratégies comme ça, ce sont des stratégies à pérenniser. Normalement, aux heures de pointe, ces gros porteurs ne doivent pas circuler. Normalement, mais... Et surtout que ces gros porteurs-là, souvent, il n'y a pas d'entretien, de visite technique. Il n'y a pas le système de vrai freinage, des fois, ne tient pas bien. Et Conakry avec des collines, quand c'est à la descente, ça lâche. Même ce sont les transversales ou bien les routes secondaires que tu vois les gros porteurs prendre, sans pour autant qu'ils soient interpellés ou inquiétés. C'est ce qui rend les choses très difficiles. Non, juste ce manque de pérennisation dans les décisions, Ali Moun l'a dit, on reviendra sur les déguerpissements
déguerpissement-là. Ça fait combien de fois qu'on a créé ou bien des coins ont été déguerpis dans la capitale ici, mais quelques semaines après, les gens reviennent. Par rapport à ces camions-là, la décision a été prise ici, je ne sais pas combien de fois également. Dans ce sens, ça peut dire attention, à partir de tel moment, les gros porteurs ne doivent pas circuler, mais une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, on voit ces mêmes camions et puis... Et vous imaginez la T2 à cette heure-ci et un camion qui est en plein chaussée, qui a déversé tout son contenu. Je n'imagine pas. Il y a moins d'un mois, il y a un vieux, moins de 2 semaines, il y a un vieux qui a été faussé à la T8, effectivement, par un gros porteur qui était rempli de sable. Qui était rempli de sable. On espère que nous sommes au début de la 5e République, on espère que tout cela devrait changer pour que... on l'espère bien. Voilà, pour que ça puisse avancer. Je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info, en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire sur notre adresse email grandanglertgcoloma, tout collé, grandanglertgcoloma@gmail.com. Envoyez-nous des messages au 627 53 09 99, 627 53 09 99. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez simplement le code de la Guinée. Voilà pour notre plateau. On commence tout de suite et on va prendre d'abord Moussa avant de parler du déguerpissement avec Ali Mousfaré. La direction de Jean-Paul II en novembre, le 6 novembre plus exactement, on avait suivi la ministre Charlotte Daffé qui a sorti une décision dans laquelle il était clairement dit que M. Soriba Souma, directeur de Jean-Paul II, est suspendu pour manque de transparence dans la gestion des ressources financières de cette structure. Nous avons mené des enquêtes, on nous a parlé que l'État a donné 11 milliards pour l'achat des équipements et que le directeur à l'époque des faits, Soriba Souma, aurait donné le marché à un client qui avait déjà acheté préalablement les équipements, mais ces équipements n'ont jamais été utilisés. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est en bon état, est-ce qu'il est en mauvais état? On ne connaît pas. Mais on lui aurait donné 3 milliards. Le monsieur n'a jamais ramené, les équipements ne sont jamais arrivés, alors que le délai imparti c'était 2 mois, mais les équipements ne sont jamais arrivés. Et c'est dans ça que la ministre avait sorti une décision. Elle ne l'a pas intitulée comme ça, elle avait dit qu'il manque de transparence dans la gestion des ressources financières. Mais derrière, on voit aujourd'hui qu'une autre décision de la même ministre ramène Soriba Souma. Ce n'est pas un débat des personnes, mais on voudrait bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que le directeur revienne à la tête de Jean-Paul II. Tout à fait, David. C'est vraiment la grosse question qu'on se pose parce que vous vous rappelez très bien ce qui a commencé vraiment l'affaire là, c'est par rapport d'abord à l'insalubrité constatée par notre équipe au niveau de l'hôpital Jean-Paul II. On a débattu cette réalité dans ce plateau, oui. Exactement. Donc, quelques jours après, le département a été informé, la ministre même, il paraît, avait donné l'avertissement vraiment à ce directeur par rapport à la situation de l'hôpital Jean-Paul II. Mais les sujets ont été un peu approfondis et finalement, il y a eu malversation ou la mauvaise gestion, voilà, c'est le mot, des ressources au niveau de l'hôpital Jean-Paul II. Et en ce qui concerne également des structures ou des directions au niveau ou des lieux de travail, voilà, des salles de diagnostic et autres là, il y avait un problème d'équipement effectivement. Donc l'hôpital Jean-Paul II a quand même des moyens, des fonds qui ont été mis à sa disposition par l'État. Par l'État effectivement pour rendre tout ce qui est là comme pour envoyer des équipements s'il faut dire. Ouais, pour améliorer les conditions de travail et permettre aux citoyens qui se rendent là d'avoir des soins adéquats. Donc finalement ces équipements-là n'ont pas été délivré, on ne sait pas pourquoi. Et la ministre a pris finalement la décision, sans revenir trop sur ça, a pris la décision de suspendre le directeur, M. Soriba Souma, qui est directeur de l'hôpital Jean-Paul II. Donc, d'enquête en enquête, on a appris qu'il y a l'ORDEF, l'office une structure de l'État qui contrôle effectivement tout ce qui est là comme les finances pour voir comment est-ce que ces moyens-là ont été utilisés, à mener des enquêtes par-ci, par-là. Mais à notre grande surprise, on a appris également que la ministre Charlotte Daffé a pris une autre décision de renvoyer effectivement... De ramener, voilà, c'est le mot. De ramener M. Soriba Souma
comme directeur de l'hôpital Jean-Paul D. Oui, la suspension est élevée. La suspension est élevée. On ne sait pas pourquoi. Quelqu'un qui est... On n'a rien contre, vous l'avez dit, ce n'est pas un débat de personne. Non, pas du tout. Mais quelqu'un qui a été quand même... Non, pour l'image même de M. Souma, il serait bon. Parce que quand on dit pour manque de transparence dans la gestion des ressources financières, et qu'on vous ramène, l'image est déjà écornée. Les gens ont appris, on manque de transparence. On a quand même besoin de comprendre quelque chose. On a besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi entre les deux sorties de la ministre, exactement. il y a forcément il faut une précision. On a besoin de précision. Parce que Jean-Paul D, c'est un centre d'assistance sociale. C'est-à-dire un centre qui est là pour assister des personnes qui sont en difficulté. Tout à fait. Nous, on n'arrive vraiment pas à comprendre des moyens mis à la disposition de... Parce que c'est un EPA, il faut le dire aussi, qui a une autonomie financière et indépendante. Donc, des moyens mis à la disposition de ce centre, on n'arrive pas à comprendre que le premier responsable de ce département a été accusé de malversation financière par la ministre, par le premier responsable du ministère de l'Action sociale. Parce que Jean-Paul D relève du ministère de l'Action sociale. Donc, les choses ne sont pas encore claires. On apprend que M. Soriba Souma est revenu à son poste sans trop d'explications. Mais moi, j'ai essayé vraiment de fouiller un peu ce dossier. On m'a dit que la ministre Charlotte Daffé aurait été vraiment... Elle a été forcée, s'il faut dire, voilà, c'est le mot. Comme m'a dit, elle a été forcée... Non, selon les informations que j'ai reçues, aurait été vraiment forcée à prendre cette décision de revenir, de renvoyer, de ramener M. Soriba Souma au niveau de Jean-Paul D. Mais on est en train quand même d'approfondir l'enquête pour comprendre réellement qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi la ministre, à l'espace de 2 ou 3 mois, la ministre a pris une décision visant de suspension. Donc, et puis une autre décision qui est contraire. Une autre décision vient pour ramener la même personne. Sans qu'on y voit clair. Alors que l'affaire n'est pas encore claire à ce niveau, on n'arrive vraiment pas à comprendre à ce niveau. Mais pour le moment, les enquêtes continuent pour... Et sans compter que la somme dont on parle est quand même... Oui, parce que chaque année, c'est une somme conséquente. Chaque année, l'État donne quand même des milliards à l'hôpital Jean-Paul D pour le fonctionnement. Voilà. Oui, Alimou. Bon, vous suivez aussi de près ce dossier. Je suis de près ce dossier parce que moi, j'ai pu quand même échanger avec le directeur. Le directeur m'a dit que... Soriba Souma. Tout récemment, l'ancien ou le nouveau? Le nouveau. Après son retour. C'est le dimanche, exactement le dimanche dernier. Soriba, nouvelle version. Parce que Soriba ne voulait pas décrocher mon appel. Après, j'ai envoyé un message via WhatsApp. C'est à ce moment qu'il m'a rappelé. J'ai dit, attendez, je vais moi-même vous rappeler, parce qu'il a compris, ou il a pensé que, pour lui, la RTG est contre lui, parce que c'est la RTG qui a été la première, bien sûr, à travers l'émission, pour dire que l'hôpital est sale. C'est ce qui a attiré l'attention des décideurs. Et après, je lui ai fait comprendre que ce n'est pas du fait que la RTG est contre vous. Grand angle précisément. C'est un constat qui a été fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas démentir. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, je lui ai dit, je ne l'appelle pas par rapport aux actions de la RTG, mais je vous appelle par rapport à une malversation financière liée en tout cas à votre à laquelle vous êtes associé. Voilà. Il m'a dit que lui, il est allé au niveau de l'ORDEF, il a été blanchi et aujourd'hui tous les dossiers, les documents existent, qu'il n'est pas signateur de la sortie de ce montant. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui c'est la vérité qui a rayonné. Qui a triomphé. Je reprends un peu ces expressions. Et j'ai demandé à quand il va recommencer les activités. Il m'a dit c'est Dieu qui connaît. Mais de toute façon, la seule chose c'est que lui connaît, c'est qu'il connaît que la RTG, je reprends encore, je paraphrase M. Souma, que la RTG est contre lui. La RTG est contre lui, oui. Tout est parti d'un achat d'équipement, notamment la radio pour la direction, l'hôpital de Jean-Paul D. Vous savez, l'hôpital de Jean-Paul D relève du centre. Et ce centre, comme vous l'avez dit, relève du ministère. Le centre de solidarité, Le centre de solidarité. Donc, pour un premier temps, il y a un prestataire qui avait envoyé une radio qui n'avait pas fonctionné. Et ce matériel, ça a été la même personne à qui on a donné, pour cette fois-ci encore, acheter d'autres équipements pour l'hôpital. Malheureusement, on a donné là, c'est le directeur à l'époque de donner là, c'était qui?
Oui, mais sûrement, quand il y a achat au niveau du directeur. Oui, le prestataire là, qui a acheté les équipements qui n'ont pas marché après, on lui a redonné encore. Qui était le directeur au moment qu'on redonnait? Non, c'est toujours la même structure qui était là. C'était les mêmes. Non, je veux savoir celui qui était à la tête de la structure cette fois-ci. Toujours le même directeur qui était là parce qu'il a Soliba Souma. Voilà. Maintenant, il a dit qu'il n'est pas ordonnateur, il n'est pas signateur. Si je veux savoir qui est le signateur ou bien qui est l'ordonnateur, d'aller au niveau de l'ORDEF. Mais c'est qu'il connaît que, en tout cas, la RTG a été à la base l'élément déclencheur de ce processus parce que ça avait fait 2 mois qu'on a déjà sorti l'argent et la RTG était revenue et s'est même demandé qu'est-ce qu'il a fait à la RTG pour qu'on revienne sur lui. Qu'il vienne ici, qu'il vienne sur le plateau, quoi. Oui. Je veux qu'ils viennent sur le plateau. Monsieur Souma, si vous nous pouvez, c'est pas un débat des personnes, mais. J'ai dit à monsieur Dr Souma que je veux équilibrer une information que j'ai reçue. Oui. Il a dit qu'il n'est pas mieux placé pour équilibrer mon information parce qu'il n'est pas l'ordonnateur, c'est pas lui qui a suspendu. Mais il est le directeur. La suspension a été élevée. J'ai dit que vous êtes, pour le moment, ce que nous connaissons, vous êtes le premier responsable de cette structure sanitaire. Oui. Il m'a dit, il m'a orienté vers l'ORDEF pour aller à l'ORDEF et savoir ce qui s'est réellement passé. Voici ce qui s'est passé entre Dr Souma et moi lors de cette conversation. En tout cas, Grand Angle a pu rentrer en possession de certains on a des documents. Des documents authentiques. Voilà, des documents authentiques. Le signataire, l'ordonnateur, le chef comptable et le premier responsable de la structure sont les 2 signataires pour la malheureusement, le chef comptable, son numéro ne passe pas. Le numéro ne passe pas. Il serait, on nous aurait dit qu'il serait du côté du Canada. Nous avons tous les documents, en tout cas, à notre possession. Si M. Souma, en tout cas, souhaite, comme il dit que la RTG l'accuse, les enquêtes vont se poursuivre. Voilà, les enquêtes vont se poursuivre. La lanterne de la population. Mais pour son image même, je crois la décision le ramenant devrait. En fait, ce dossier, je vois moins le directeur général, franchement, du centre. Comme on le dit, ce n'est pas un débat de personne. Non. Jean-Paul II revient à l'État. Oui. Jean-Paul II, c'est un grand centre qui a beaucoup aidé le pays. Quand Jean-Paul II se trouve dans un tel état, on a ce droit d'en parler. Ce n'est ni le directeur qui est visé là, ni son adjoint, et ni même la ministre qui est visée. Ce n'est même pas un constat que nous avons fait. C'est un constat qu'on a fait. Tout est parti de l'insalubrité du centre. Tout à fait. Et on a posé le problème alors qu'il y avait d'autres choses derrière. Donc le directeur n'a qu'à savoir qu'il n'a été ni visé avant ce constat. Moi, je ne connaissais même pas ce dont on parlait de ça. Pas du tout. On a parlé juste de l'insalubrité. Il ne faut pas qu'il ramène cela. Peut-être que ça a été une coïncidence malheureuse pour lui, mais ce qui est sûr, le travail en Guinée, nous on a ce devoir, c'est notre devoir, puisque c'est pourquoi nous sommes là, on a ce devoir d'en parler si ça ne va pas. Et si on sait, on est au courant du dossier, on va en parler. Donc ce n'est ni lui, ni son adjoint, ni même la ministre. Il ne faut pas qu'il se sente visé. Monsieur Souma, on est désolé, mais c'est vraiment pas vous qui êtes visé dans ce dossier. Non, quand on a parlé d'assainissement, on a parlé juste d'hygiène. Et comme on va parler tout à l'heure là, des déguerpissements. Donc c'est pas un ministre qu'on vise là. Comme il y a des dossiers, nous parlons de la réalité des faits, voilà. Et aller jusqu'au bout pour savoir ce qui s'est passé entre la première sortie de la ministre et cette deuxième sortie qui ramène le directeur général. Parce qu'on a besoin de comprendre. Entre ces 2 sorties, il y a forcément eu un non-dit. Voilà, il y a forcément un non-dit. Parce que quand on dit quelqu'un manque de transparence dans la gestion des ressources financières, quelques mois après, est-ce qu'il est devenu transparent maintenant dans la gestion des ressources pour qu'on le ramène là? Le directeur dit qu'il a été blanchi. Il a été blanchi. On parle de 11 milliards. Tout à fait, oui. Moussa, il faudrait que M. le directeur comprenne que, franchement, la RTG n'a rien contre sa personne. Non, pas du tout. Absolument rien. Parce qu'il a dit ce qui a mis le feu. Moi, je ne peux pas l'identifier. Je ne peux pas le voir pour dire c'est le constat que nous avons fait au niveau de l'hôpital Jean-Paul II. Parce que c'est quand même une structure sanitaire. Les gens viennent pour avoir la santé. Bien sûr, il ne faut pas sortir de là avec une maladie. C'est ce constat-là que nous avons fait. Si peut-être par coïncidence, comme l'a dit Safi, ça coïncide avec cette affaire de malversation financière dénoncée par la première responsable du département, la ministre Charlotte Daffé. Je pense qu'il faudrait que nos cadres comprennent que les médias aussi, leur rôle, c'est de voir, d'avoir un regard
sur la gestion Tout ne peut pas être rose. Parce que les images qu'on a quand même montrées ici par rapport à l'insalubrité, le directeur n'a pas été franchement accusé. Non, on l'a pas accusé, on l'accusera même pas parce que moi je le connais ni d'Adam ni d'Ève, quoi. Voilà, on a juste posé le diagnostic comme on pourrait le poser demain. C'est pas, je le dis, les yeux fermés au commissariat de Matoto. Alors, on va parler un peu, on est du côté de Matoto. On va parler maintenant de cette opération de déguerpissement. Alimou, encore, on a lancé. Où on a relancé, où on continue, je ne sais pas quel est le mot. Non, mais ça continue, puisqu'on a déjà lancé. Non, il y a eu une rupture entre-temps, oui. Oui, mais il y avait des festivités, il y avait quand même des invités. L'opération de déguerpissement qui a été engagée par la Direction générale de la police nationale, appuyée par le gouvernorat, ou le gouvernorat appuyé par, en tout cas, la Direction générale de la police. On ne sait pas qui est maître d'œuvre. En tout cas, ce sont les deux structures qui sont en train de travailler. Mais je crois que c'est le gouvernorat qui dirige. Oui, mais c'est appuyé par la police. Mais le communiqué est venu de la Direction générale de la police. L'un dans l'autre, ce sont les deux structures qui sont sur le terrain et qui sont en train de faire ce travail qui est apprécié par la population dans sa forme. Maintenant, il reste à savoir au niveau du fond. Le fond, c'est-à-dire comment pérenniser ces acquis dans le cadre de ces déguerpissements. Personne n'est contre ce déguerpissement, mais déjà, c'est une stratégie que... On a brûlé beaucoup de tables. On a brûlé beaucoup de tables, mais également on a brûlé des étapes. Quelles sont ces étapes? Souvenez-vous, l'année dernière aussi, à la même période, c'était la même opération de déguerpissement qui avait été engagée. Donc, si chaque année, ce sont les mêmes opérations qu'on arrive à engager, pourquoi ne pas réfléchir un peu dans la manière de travailler? Le premier aspect, c'est d'abord l'information et la communication. Je pense que l'étape qui a été beaucoup plus sautée, c'est cette sensibilisation. Il faut sensibiliser la population, savoir. Passer à la seconde étape qui est l'action technique, c'est-à-dire le déguerpissement. Maintenant, après le déguerpissement, il faut l'aménagement. Il faut savoir comment occuper ces espaces qui ont été déguerpis pour ne pas que la population revienne. Et après, c'est la réglementation, c'est-à-dire il faut qu'on passe à la sanction. Il faut que ceux qui occupent illégalement ces artères, qu'ils soient sanctionnés. Mais si toutefois c'est un seul, sur la chaîne, il n'y a qu'un seul élément qu'on est en train de toucher. Et le seul élément qu'on touche, c'est le déguerpissement. D'accord. Il n'y a pas de sanction. Après, les gens reviennent, ils étalent ici, ils ne sont pas sanctionnés. Il n'y a pas eu de sensibilisation avant de lancer l'opération. C'est un simple communiqué. Vous savez bien, je n'aime pas le mot sensibilisation. Je suis d'accord. Vous n'êtes pas... Il faut sanctionner directement. Vous n'êtes pas... On a parlé de Kindia. Quand ça s'est passé, les gens ont dit non, il fallait sensibiliser. Vous n'êtes pas obligé d'aimer l'expression. Il n'y a pas de problème. Mais c'est dans le processus. Il faut d'abord que les gens soient informés, sensibilisés. Après, l'action technique, le déguerpissement. Et après le déguerpissement, il faut aménager. Et ceux qui ne vont pas accepter ça, il faut que la loi intervienne. Et c'est là que vous aimez cette sanction. Mais la sanction ne peut pas, parce que la nature a horreur du vide. Quand on déguerpit tout de suite et l'État laisse vide, c'est la population qui viendra. Non, mais ces affaires, on ne peut pas les occuper là. Ce sont les coins de rue. Tu ne peux pas dégager un coin de rue, aller te mettre je ne sais pas quoi. Quand par exemple on dégage pour avoir de l'espace dans les rues. Quand on dégage, allez, vous avez chuté maintenant. Je chute. Quand on dégage, il faut savoir comment aménager. Si on n'aménage pas, ils vont revenir. Comment occuper, comment l'État va occuper ce qu'elle a aménagé. Non, mais on n'aménage pas. Ailleurs, on n'aménage pas. On n'aménage pas. Ça fait que Moussa, vous allez... Hier, on en parlait. On avait du mal, moi j'avais du mal à circuler entre Petit Simbaya Koza, Nongo Koza. Aujourd'hui, tu ne trouves pas d'embouteillage. Parce qu'on a dégagé. Et ces marchands étaient sur le goudron. Mais vous vous rendez compte, allez maintenant à la Koza, vous allez vous rendre compte. Mais ce que moi je crains, c'est vrai qu'ils ont relancé. Bon, disons ça une relance parce que la note est sortie hier, je crois. Hier soir, la note est sortie. Ils vont relancer. Ça commence demain. Ça commence demain. Mais qui vous dit que ceux qui étaient là n'étaient pas au courant que ces espaces-là ne devraient pas être occupés. Mais ils le savent. Ils le savent, c'est un laisser aller. Donc quand Ali nous parle de sensibilisation, qui te dit qu'ils n'étaient pas au courant? Ils ont été sensibilisés, ils ont été
informés, ils sont au courant. Mais tu sais, le Guinéen, je sais pas, on est tous dedans. Hein. Franchement, on te dit que l'habitude est une seconde nature. On ne va pas abandonner. Cette campagne qui commence là, je vous le jure, je ne suis pas pessimiste, hein, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont revenir. Et une semaine après ce lancement-là, allez encore voir ces coins de rue là. Ça fait presque que votre pessimisme n'est pas soutenu par le laxisme. Oui, mais oui, c'est ça. Après, on va faire une grande campagne. On fera, je m'excuse du terme, ce sera un feu de paille. Et au bout d'un mois, vous verrez une bonne dame. 2 dames viennent, 3 dames, 4 dames, et c'est fini, c'est parti. Et tout au long, c'est occupé. On va les laisser, en venant, on les racle un peu, on ramasse, on prend un peu d'argent avec ces dames, et puis voilà, elles reviennent. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Les responsables des marchés là, et ils viennent mettre les tickets de 2000 là, et puis voilà. Comme on appelle la police au marché, la police communale. C'est comme ça se fait. Et la dame, elle est là, elle sait qu'elle n'est plus inquiétée. Parce que quand David vient vers moi, elle est une police, je lui tends 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs qui font son affaire. En attendant, ça fait mon paquet de cigarettes là. Demain, il revient. Mais en attendant, moi, je suis là. En attendant, l'usager qui passe là a du mal à circuler. Bien sûr. Franchement. Et c'est une mauvaise image même pour la capitale. C'est une mauvaise image. Mais tu as vu comment aujourd'hui on circule, tu as vu comment c'est beau. Même quand c'est pas, c'est pas décoré, c'est pas ménagé, pas voisé. Mais c'est beau. C'est beau et c'est propre. Quand c'est dégagé, quand tout est à sa place, franchement, c'est beau. On n'a pas besoin de dire aujourd'hui à un Guinéen, n'occupe pas la chaussée parce qu'on ne doit pas le faire. Tout le monde est au courant. Pourquoi j'ai dit la sensibilisation? On a dépassé à la vitesse supérieure. Tout le monde est au courant que moi, en tant que vendeuse, en tant que marchande, je ne dois pas occuper les abords de la route. Pas du tout. Parce que non seulement c'est pas prudent pour moi, il y a des cas d'accident qui arrivent tout le temps. On vient de parler d'un camion qui est rentré dans un commissariat pratiquement. Mais on en trouve tout le temps. Pour ta personne d'abord, avant l'État. Avant de faire quoi que ce soit, pense à ta personne. Parce que tu sais que quand tu occupes ce poste, il y a un taximan qui viendra, qui est un peu zélé dans la tête, tu viens te rentrer dedans et puis c'est fini. C'est fini. Donc moi je pense que ça doit, je ne parle pas de sensibilisation, mais d'un sursaut national, d'une prise de conscience. Que chacun sache que ce que tu fais pour ta capitale, ce que tu fais pour ton pays, tu le fais pour toi-même parce que tu es un citoyen. Avant tout. Tout à fait. Sinon, si nous ne changeons pas nos comportements, si nous ne changeons pas nos façons de faire, l'État va beau faire, on va refaire la même chose. L'État c'est nous-mêmes d'abord. L'État c'est nous justement. L'État c'est nous justement. Tout ce qui est fait là, c'est fait dans notre, c'est pour notre propre bien. C'est dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt. Tout à fait. Est-ce que le laxisme, est-ce qu'il ne faut pas aller combattre le mal à la base, c'est-à-dire les délégations spéciales, on voit des gens qui viennent s'asseoir sur ce plateau pour dire dans un mois ma commune sera franchement qui sont absents. Ça sera la plus ces délégations spéciales qui sont complètement absentes de ces combats-là. Mais ce sont eux qui gèrent, ça fait tout. À la base, c'est eux ou elles qui gèrent ces délégations spéciales ont été associées. Parce que moi, je vois mal. Pour faire quoi? Ils ont besoin d'être associés. C'est eux qui ont installé les gens là. Je vois mal une opération. Écoutez, je vois mal une opération. Tu es journaliste. Est-ce qu'on a besoin de te dire à 15h, viens prendre l'antenne? Je vois mal une opération de déguerpissement qui se déroule à l'absence du président de la délégation. Je vous assure qu'il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été menées ici ces derniers temps. Je ne pense pas. C'est parce qu'on ne les sanctionne pas. Oui, Moussa a la parole. Je ne pense pas si on peut lancer un tel travail sans qu'il ne soit associé. Bien sûr. Pourquoi ils étaient absents? Non. Bon, c'est à eux de donner des explications. Tu veux qu'on les rappelle tout à leur rôle? Venez. Non. Ils sont là quand même. Vous savez, David, depuis 2010, nous sommes dans le déguerpissement. Si vous vous rappelez très bien, dès que le professeur Alpha quelques mois après, il a commencé une opération de. Il y a même des reporters maintenant, le vocabulaire, ça ne change plus. Il y a des gens pour faire des reportages, il y a des gens même qui ont été dédommagés. Il y a des gens même qui ont été dédommagés dans ce sens. Ceux qui avaient construit sur. Si on n'avait pas besoin vraiment de les dédommager. Non. Parce qu'ils avaient occupé vraiment une place publique. Mais moi, je vais vous surprendre, David. D'accord. On est le 20, on est le 20, la fin du mois de. La fin du mois de janvier. D'ici fin février, vous allez voir les mêmes personnes occuper les mêmes places, David. Et
quelques mois après, on va déployer les mêmes policiers qui avaient déguerpi en premier temps. Ces personnes-là, on leur dit, bon, revenez encore parce que les gens ont occupé. Alors, que se passe-t-il réellement? C'est parce qu'on n'a pas une politique réelle. Non, c'est pas un problème de politique, là. Non, c'est parce qu'on a brisé les étapes. Non. Quelle étape, David? Oui, on doit commencer. Attendez. On a brisé les étapes. On doit commencer par quoi? On doit d'abord commencer pas par la sensibilisation quand même. Écoutez, quel que soit, même si vous n'aimez pas, c'est d'abord la méthode pacifique. D'accord. Et après la méthode pacifique. La méthode... Pendant briser les étapes. Aujourd'hui, nous devons faire comprendre à cette population, c'est pas parce que vous connaissez qu'on ne vous rappelle pas à l'église tous les jours l'importance de prier. C'est pas parce que je connais qu'on ne me rappelle pas à la mosquée chaque jour l'importance de la prière. Je connais, on me rappelle. Et c'est de la même chose que l'État doit intervenir. L'État ne doit pas être absent. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, tant qu'on est en train de déguerpir, il n'y a pas une stratégie efficace, capable d'enlever cette population. Regardez, même là où on a déguerpi, David, même là où on a mis les direts, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas respecté la route. Et si la route n'est pas respectée, ça ne pourra pas toujours. Il faudrait pas que Soirée nous envoie des versions bibliques ou coraniques ici pour parler vraiment de ces déguerpissements. Moi, je pense que vous êtes vraiment conscient, là où vous occupez la place, la route que vous occupez là, vous ne devrez pas être à ce niveau. Il y a combien de personnes qui ont perdu la vie quand un camion déraille? Mais ils savent qu'ils on sort à la télévision, tout le monde voit, on en parle dans les médias publics et privés, tout le monde on a besoin de dire à Mme Camara, il n'y a pas meilleure sensibilisation. Il ne faut pas occuper vraiment la route là parce que c'est un danger pour toi. Elle-même, elle connaît personnellement qu'en occupant cette place-là, ça peut vraiment lui créer des problèmes un jour. Je pense que la sensibilisation n'a plus sa place. Il faudrait passer à la vitesse supérieure, comme l'a dit Safi. Les gens qui occupent ces places-là, il faudrait qu'ils soient déguerpis. Mais le problème, quand vous les enlevez, il faut vraiment que ça soit pérenne. Il faut que ça soit pérenne. Ali Moussouari, quand les gens traversaient l'autoroute, on a dénoncé ici qu'il n'y a pas de passerelle pour les piétons, c'est pourquoi les gens se laissent. On a mis des passerelles aujourd'hui. Les gens continuent à traverser. Quand le général Mamadi Doumbouya, à l'époque, est venu aujourd'hui président, il est venu, il a mis des barres de fer. Il y en a qui s'incrustent même. Les gens sectionnent même. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tu veux qu'on sensibilise les gens comme ça? C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, il faut la sensibiliser. Ça, c'est la dernière étape. Pourquoi la loi existe? La loi existe pour ceux qui n'acceptent pas de faire ce qui est bon. C'est pourquoi la loi existe. Si toutefois, il n'y avait pas ces opérations, si les gens si tu n'es pas informé, tu ne connais pas, on ne peut pas te condamner par rapport à une chose que tu ne connais pas. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Aujourd'hui, si toutefois on revoit chaque année, on arrive à faire une opération de déguerpissement et que ça ne marche pas, il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Et c'est à travers ça, les résultats que vous allez obtenir, oui, mais en grande partie, c'est nos comportements. C'est nous, en grande partie, c'est nous, c'est également... Ça ne marche pas. La loi est faite pour nous. Il faut aller sur l'autoroute aujourd'hui. Tu verras, toutes ces barrières qui sont là ont été sectionnées. Parce que les gens refusent de prendre les passerelles qui les arrangent. Parce que déjà, ils sont informés qu'ils doivent passer par là. Les passerelles sont devenues les lieux de vente aussi. On a fait la bagarre. Il faut sanctionner, il faut sensibiliser. C'est ce que je dis. Il faut aller là-bas pour leur dire que là, c'est pas un premier temps, on savait qu'il n'y avait pas de passerelle. C'est ce qui faisait que les gens traversaient. On a mis, c'est-à-dire on a disponibilisé le besoin. Le besoin a été disponibilisé. La population, certains n'ont pas accepté, ce ne sont pas des citoyens. Ce sont les gens là qu'on doit sanctionner. Qu'on doit sanctionner. Bien sûr. Ok, bon, on va continuer. Alors si c'est pour continuer à sensibiliser par rapport à, c'est pas moi, à l'opération d'assainissement, je crois on pourrait passer. On pourrait passer le septennat du président Mamadi Doumbouya à sensibiliser, ça ne marchera pas. Là, un beau matin et puis gâté. Non, je ne dis pas de venir un beau matin. Mais aujourd'hui, à Conakry, à Limou, personne ne peut dire qu'ils ne savent pas aller au marché de Sonfonia. La route est bloquée. C'est ce que je vous dis. Tu veux me dire que ces gens-là ne savent pas qu'ils sont sur la chaussée? La direction générale de la police est là, est faite pour la répression. Je me dis que le communiqué devrait être signé du gouvernorat.
qui n'est pas un élément de répression. Moi, je ne parle pas des décisions administratives, que ça soit signé par le gouvernement. Là, n'est pas le problème. Le problème, est-ce que les gens qui sont là, il faut les sensibiliser ou il ne faut pas les sensibiliser? Il faut les sensibiliser. On est parvenu aujourd'hui à déguerpir certains coins. Ça doit commencer par là. Les coins qui ont été déguerpis là, en aucun cas, mais en aucun cas, comme la police est présente, heureusement, qui est tout le temps en train de faire... Mais c'est vous qui avez dit tout à l'heure. On leur donne 5 000 francs, 10 000 francs. Le gars, il va sortir pour aller acheter son paquet de cigarettes et un briquet et puis c'est fini. C'est pour eux que je dis ça. En aucun cas, on doit accepter qu'un seul plateau, mais qu'un seul, je ne sais pas, bois... Un vendeur, une vendeuse, tout qui s'installe. On ne doit en aucun cas l'accepter. Franchement, ces polices qui se livrent à ces pratiques-là doivent être sanctionnées. Absolument. Les machins qui viennent s'asseoir. Oui, tout à fait. Moi, je pense que... C'est pourquoi quand je parle des sanctions, de répression, Alimou pense que c'est simplement ça vise les citoyens. Non, pas simplement les citoyens. Même tous ceux qui sont complices. Que vous soyez de l'administration, que vous soyez, c'est pas moi, de la délégation spéciale ou quoi, vous êtes mêlé à une telle affaire d'installation frauduleuse des gens sur la voie publique pour vendre, on vous sanctionne. En attendant, aucun administrateur n'a été sanctionné pour ça. Bonsoir, c'est pourquoi nous réclamons ça. C'est Samuel Kamano. Je m'exprime surtout pour les grands porteurs. Une fois encore, en ville, ils doivent rouler doucement. Merci pour vous. Bonsoir, Grand Angle. Abdul Karim Baldé de Matoto. L'heure n'est plus à la parole, mais aux actes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez bien compris ça, non? Merci, c'est Daniel Wayagi Jimmy Tolno. Bonsoir, Grand Angle. Je salue tous les Guinéens pour le cas de déguerpissement. Attention aux personnes handicapées démunies de la Guinée dans un pays où ils n'ont pas la cité, à la cité de la solidarité. Il y a une cité, pour les personnes en situation de handicap, c'est grave. Et chaque fois, les agents de force de l'ordre font ce qu'ils veulent. Que Dieu aide la Guinée. Merci à vous. Nous allons prendre compris grand-chose de ce message-là. Il faut il parle des personnes en situation de handicap. Par rapport à quoi? Voilà, qu'on est en train de faire le déguerpissement parce qu'eux aussi, ils occupent en grande partie la route. On connaît ce qui se passe. Bonsoir, c'est Moussa Bangoura, professeur d'économie et journaliste. Je vous suis depuis Koya, Somaya Cité. Merci pour cette thématique importante. Mais il faudrait aussi parler de la responsabilité de l'État car il doit faire des suivis et de contrôle. Je crois que monsieur, je ne suis pas monsieur en veste bleue, mais c'est monsieur Soiré, a vraiment raison et je crois qu'il faut lui laisser avec ses analyses. Merci à vous. Il fallait finir par ça. Non, ça c'est pas clair. Vous êtes sûr que c'est écrit comme ça, hein? Il faut lui laisser avec ses analyses pertinentes. Ok, c'est nous qui avons des analyses pertinentes. C'est ce que ça veut dire. Voilà, donc on sait qu'on pouvait dire Ali Moussoari, ça ne passera pas comme ça. Hein? Voilà. La prochaine fois, il faut sélectionner ce qui nous arrange ici. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette première partie. Dans un instant, on va parler du rôle de la société civile dans la marche de la Guinée, marche commencée depuis samedi dernier, marche vers le retour à l'ordre constitutionnel. Que doit faire la société civile? On reçoit Gabriel Abba, il est le président des organisations, il est le président de la coordination nationale des organisations de la société civile CNOX. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie, juste après ça. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique,
De retour donc sur ce plateau avec notre invité pour parler de ce que doit faire la société civile guinéenne pour un retour effectif et périn de la Guinée à l'ordre constitutionnel. Pour en parler, nous recevons donc Gabriel Abba. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile CNOX. Monsieur Abba, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Monsieur Mbounou. Oui. Et bonsoir à tous les journalistes autour de cette table. Bien. Alors, vous étiez samedi dernier au stade général Lansana Conté de Nongo pour la prestation de serment du président élu, le président Mamadi Doumbouya. Comment vous avez vécu tout ça en tant que société civile d'abord? On va commencer peut-être depuis l'élection jusqu'à l'investiture. Merci Monsieur Yambono, oui. Si je ne me trompe. Non. D'abord, je voudrais profiter de votre micro pour féliciter le président de la République. D'accord. Il a été élu, les règles ont été respectées, il a été investi. Je pense que ce que nous retenons de cette investiture, c'est la grande discipline qui a caractérisé l'investiture. D'accord. Vous savez, nous qui sommes de la société civile, nous avons un regard très critique tout à fait. Face à l'action publique. Avant l'investiture, les citoyens étaient embourbés par des propagandes concernant un risque d'affaires. Il y a des gens qui ont inondé carrément les réseaux sociaux. Un risque de violence, un risque d'affrontement. Mais quand nous avons vu la grande mobilisation sur le terrain, avec une très grande discipline, couronné par un environnement paisible, inédit, j'ai compris que même si les gens doutent de notre capacité d'organiser des événements comme Cannes, nous avons cette capacité d'organiser avec la discipline qu'il faut à l'appui. L'autre chose, c'est quoi? Oui. Nous avons suivi avec assez d'attention. Il y a eu dans le discours du président de la République des engagements. Oui. Vous savez, à partir de l'investiture, nous avons même les images du stade là, oui. Bien sûr. Oui. La prise de fonction du président de la République démarre pour les 7 prochaines années. Nous pensons que, à l'instant, le président de la République a des contraintes qui l'obligent à diriger la Guinée conformément à la Constitution sur la base de laquelle il a prêté serment. Oui. Conformément aux lois de la République. Oui. Vous savez, la transition, même si on n'a pas quitté complètement la transition, mais pendant le processus de transition où la Constitution n'est pas encore adoptée, il y a des décisions que le pouvoir public peut prendre, parfois en contradiction avec certaines règles de démocratie. Mais lorsque vous êtes investi avec une constitution qui a déjà été adoptée par le peuple, vous êtes contraint à plusieurs obligations. Ouais, ça devient votre boussole. Donc c'est le moment de dire que le président de la République a une très grande responsabilité qu'il doit assumer avec prudence, avec un respect effectif des règles démocratiques, des principes en la matière, de la Constitution et des lois du pays. Et la société civile restera très regardante en tant que vigie citoyenne pour amener le pouvoir public à respecter ses engagements. On a pris note lors des campagnes. Nous avons suivi le projet de société du président de la République. On a pris note de la main tendue du président. Le fait de dédier, n'est-ce pas, son mandat aux femmes et aux jeunes. Le fait d'appeler l'ensemble des filles et fils du pays pour l'aider à amener la Guinée là où il voudrait, conformément à sa vision, je pense que nous allons rester aux aguets pour effectivement juger du bien fondé de cette volonté du président. C'est ça que pardon. Gabriel, quand vous dites la société civile sera regardante, nous restons aux aguets. Non, pas que regarder. Vous avez une partition à jouer. Qu'est-ce que vous devez faire? Pas que regarder. Quand je dis que la société civile sera regardante, c'est vis-à-vis des engagements du chef de l'État. D'accord. Mais dans le processus de développement et de démocratisation de notre pays, mon frère, nous avons un rôle à jouer. Oui. Vous savez, l'élection du président de la République, on a joué un rôle de premier plan. Oui.
Nous avons déployé 8000 observateurs pour témoigner. Une raison de plus pour vous engager davantage. Bien sûr. Oui. D'ailleurs, nous resterons très mobilisés pour jouer notre rôle républicain. D'accord. Nous ne sommes pas une entité qui va rester à la marge du développement. D'accord. Nous allons nous mobiliser, notre rôle sera joué, mais le plus important, c'est que quand je parle de regard citoyen, ça fait partie de notre rôle. Ce n'est pas un rôle d'observateur uniquement, c'est un rôle d'action, de plaidoyer. Ce n'est pas un regard passif, c'est un regard actif. Ok, ça fait tout. Alors moi je voulais comprendre, est-ce qu'il y a eu des étapes qui ont été brûlées quand vous dites qu'on n'est pas totalement sorti de la transition? Ça je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté pour ne pas qu'on soit complètement sorti de la transition? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Vous savez, pour sortir de la transition, il faut la mise en place de toutes les institutions constitutionnelles. D'accord. La transition met en cause les institutions, certainement, qui n'ont pas pu fonctionner. La nouvelle constitution prévoit des institutions, certaines nouvelles et d'autres qui existaient, mais avec des réformes. Ces réformes-là doivent être exécutées. On n'a pas une assemblée nationale en place. Il y a le Sénat qui est prévu. Il y a d'autres institutions constitutionnelles, comme la Cour constitutionnelle. N'est-ce pas? Il y a les élections locales qui sont prévues. Donc, c'est l'ensemble de la mise en place de l'ensemble de ces institutions qui mettra fin, n'est-ce pas, à la transition. Donc, on en a encore pour longtemps. Bien sûr, bien sûr. Donc, je voudrais bien dire... Ça n'est pas du calendrier. L'État a raison d'aller avec une certaine... un certain engagement et une certaine précipitation qui rassure aussi. Quand je dis précipitation, parce que tant que nous n'avons pas mis ces institutions-là en place, nous sommes dans la transition. Mais nous, par exemple, nous sommes en train de réfléchir. Donc l'élection présidentielle n'est qu'une étape vers la sortie. Et c'est l'étape la plus importante. Parce que la légitimité du président de la République est extrêmement importante, même dans l'évolution de notre pays, c'est-à-dire les décisions qu'il est en train de prendre au nom du peuple de Guinée. Il a besoin d'avoir une dose de légitimité pour agir. Et cette notre réintégration dans les institutions sous-régionales et internationales passe forcément par la légitimité qu'incarne le chef de l'État. Et cette légitimité passe par l'élection. Alors, Monsieur le Président, vous avez dit que vous allez être actif. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez réellement à proposer au président de la République quand on sait que beaucoup plus, quand le président vient, le gouvernement est en place, ce sont les syndicalistes avec les revendications, chacun veut occuper des postes, c'est la société civile qui veut se transporter au gouvernement. Qu'est-ce que vous avez comme vraiment quelque chose de clair que vous proposez au président de la République? Alors, en tenant compte bien sûr de nos expériences au passé, 2010, 2015, on a vécu des situations des fois imprévisibles. Je pense que le président de la République, il a fait 4 ans de gouvernance. Même s'il n'était pas habitué à la gouvernance, il a compris un peu ses forces et ses faiblesses. Il doit avoir la capacité de prendre des décisions conformément à ce qui n'a pas marché pour faire évoluer notre pays. L'autre chose, c'est quoi? C'est un constat personnel. Le départ de la transition, on a vu un président de la République très courageux dans ses prises de décision. Mais après 2 ans, ce courage s'est effrité. On ne comprend pas qu'est-ce qui empêche le président de continuer à prendre des décisions courageuses. Écoutez, il ne faut pas qu'on oublie ce qui a motivé la grande mobilisation et le soutien des populations pour le président de la République. C'est parce qu'il a abordé des questions que les autres présidents avant lui n'ont pas pu aborder. Ou, pour dire autrement, que beaucoup attendaient de lui. D'accord. Le président de la République ne doit pas s'éloigner de cette ligne-là. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Vous savez, quelqu'un m'a dit que vous qui êtes de la société civile, ce n'est pas la première fois que le président de la République tend sa main aux autres acteurs. Ça veut dire quoi? Certains doutent de la main tendue. De la franchise de la main tendue. Justement.
qu'est-ce que le président de la République doit faire? Il faut qu'il pose des actes qui accompagnent sa main tendue. En clair. En clair. Oui, en clair, il doit faire quoi? Vous savez, oui. Je viens. Oui. Je vous vois venir. Hein? Il y a Oui. aujourd'hui des acteurs Oui. qui sont là, qui ne sont pas associés à la gouvernance, mais qui ne croient pas. Il y a des acteurs qui ne sont pas là, qui ont peur de s'associer à la gouvernance, parce que peut-être ils traînent des casseroles ou d'autres choses. Mais il y a d'autres qui sont là, mais par leur contradiction avec le gouvernement, ils pensent que c'est une façon d'amadouer les acteurs. D'accord. Quand le président de la République prend des engagements, il revient aux gouvernants, aux représentants du président, que ce soit au sein du gouvernement, que ce soit les administrateurs au niveau déconcentré, de faire en sorte que la main tendue du président soit poursuivie d'actes et soit franche. D'accord. Au fait, les autres acteurs, les autres entités de la nation doivent être associés à la gouvernance. D'accord. Les politiques publiques doivent être Vous voulez dire qu'il a inclusives. été élu pour tous les Guinéens. Les politiques publiques doivent être inclusives et équitables. D'accord. Le président de la République, à travers ses gouvernants, ne doivent pas donner l'impression aux Guinéens que c'est un cercle qui gouverne le pays. Ok. Il faut impliquer tout le monde, toutes les entités, tous les citoyens, pour que chacun se sente concerné par la gouvernance du pays. D'accord. Le secteur privé, la société civile, les autres entités au plus bas niveau de l'État, tout le monde doit être impliqué dans la Comme ça, quand gouvernance. ça marche, tout le monde Quand ça est marche, comptable. tout le monde est Quand ça comptable. marche pas, tout le monde est Tout le comptable. monde est Tout le monde est comptable. comptable. Je pense que c'est extrêmement Ok, on a important. compris le message. D'accord, oui, Moussa concrètement, les acteurs de la société civile, généralement, cherchent à se positionner. Ça peut être dans le gouvernement ou dans d'autres structures de l'État, mais sans arriver à ce niveau, vous, des acteurs de la société civile, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour accompagner le président dans tout ce qu'il a dit lors de sa prestation de serment ce week-end dernier? Quel va être votre rôle concrètement sur le terrain? Notre rôle sur le terrain, c'est quoi? D'abord, nous avons un rôle de plaidoyer. Quand je parle de plaidoyer, la Constitution et les lois de la République ont créé des avantages et des obligations. Notre rôle, c'est de prendre l'ensemble de ces textes-là, regarder et voir comment on peut plaider les gouvernants à rester conformes et à aller vers la création de ces avantages et à appliquer pour que les obligations, que ce soit au niveau des citoyens, que ce soit au niveau des administrateurs, que ce soit au niveau des sociétés, soient respectées. D'accord. Deuxièmement, notre rôle est de sensibiliser la population. Nous sommes... L'élection du président de la République ouvre un nouvel élan politique pour lequel tous les citoyens doivent s'accommoder pour que notre pays puisse avancer. Aujourd'hui, la Guinée attire des convoitises parce que nos indicateurs économiques sont au vert. Il faut amener les citoyens à comprendre cela et à être des citoyens actifs. Vous avez critiqué tout à l'heure le comportement de certains citoyens favorisés par l'incivisme. Oui. Il faut amener les citoyens à abandonner ces comportements. D'accord. N'est-ce pas? Il faut sensibiliser les citoyens à s'exécuter de leurs obligations vis-à-vis de l'État pour que l'État soit dans aussi l'obligation de satisfaire la demande sociale. Ça, c'est notre rôle. Mais le rôle là va être facilité par qui? Par les gouvernants, n'est-ce pas? Il y a un manque, il y a un manque de dialogue entre le gouvernement et nous, autres acteurs. On ne dialogue pas. Vous savez, je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un. Mais honnêtement, quand on voit le président de la République en train de parler, on sent en lui que c'est un président qui dégage une très grande énergie et une volonté d'associer tout le monde. Et d'être avec tout le monde. Qui doit favoriser ça? C'est le gouvernement. Si le gouvernement est incapable de mobiliser tout le monde autour du président, je pense que le président doit être capable aussi d'en tirer les leçons. N'est-ce pas? Nous sommes tellement mobilisés, tellement disponibles
à accompagner la gouvernance du pays, mais dans la transparence. Notre rôle, c'est d'exercer le contrôle citoyen de l'action publique. N'est-ce pas? Oui. Et de renforcer, n'est-ce pas, la redevabilité, amener les gouvernants à rendre compte de leur gestion et favoriser la transparence autour de la gestion des affaires publiques. D'accord. Gabriel, vous n'allez pas échapper à la question, hein, parce que est-ce que quand vous dites le président a tendu la main, on veut que ce soit une main tendue franche, est-ce que vous pensez par exemple à une grâce présidentielle, par exemple, pour des acteurs de la société civile ou encore des acteurs politiques qui sont aujourd'hui en prison, ou encore, vous pensez par exemple à la libéralisation du paysage politique. Aujourd'hui, on a vu des partis politiques qui ont été... Vous souhaitez par exemple que le président revienne sur tout ça, alors que la justice derrière est en train de faire son boulot? Oui. C'est un point qui fait partie, n'est-ce pas, de mes plaidoyers. Quand vous dites la main tendue, il faut qu'elle soit franche, ça veut dire ça aussi? J'ai demandé, dans d'autres médias, que le président de la République accepte, au nom de la paix et de l'unité nationale, d'accorder sa grâce à tous qui sont en prison, par exemple à cause de leur opinion publique. D'accord. À cause de leur liberté, à cause de leur expression. À cause de certains manquements liés à l'exercice de leurs fonctions politiques ou sociales. D'accord. On demande à ce que... Moi, je ne vais pas parler de prisonniers politiques. Je m'abstiens je n'ai pas parlé de ça non plus, de prononcer ce mot. J'ai vu certains ont critiqué que non, je devrais parler de prisonniers politiques. Moi... pas sur ce plateau en tout cas. Je ne le dirai pas, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui font que ceux qui sont en prison sont en prison. Il est le père de la nation. Oui. Qu'il accepte, au nom de la paix, au nom du rassemblement de tous les Guinéens, d'accorder sa grâce à ces acteurs sociopolitiques qui sont détenus. Gabriel, vous n'êtes pas en train d'encourager l'impunité comme ça? J'ai pesé mes mots en disant que ceux qui sont concernés dans mes propos, ce n'est pas ceux qui sont allés voler les biens publics et privés. Je parle de ceux qui sont en prison pour leur opinion. D'accord, David, l'autre question... Cela va renforcer notre démocratie. Il finit, ça donne un message très fort de la grande ouverture de notre État envers, n'est-ce pas, la valorisation et la promotion des valeurs démocratiques et des principes qui vont avec. D'accord. Alors, l'autre question liée justement à la question de David, vous n'allez pas échapper justement. Aujourd'hui, certains sont en prison, on sait là où ils sont, mais sauf qu'il y a d'autres, ça fait plus d'une année maintenant, on ne les voit pas, leurs enfants ne les voient pas, leur famille ne les voit pas. La société civile est souvent accusée de ne rien faire, des acteurs de la société civile qui sont bien entendu disparu. La justice a annoncé l'ouverture des enquêtes. L'enquête est en cours selon ce qu'on nous apprend. Mais sauf que vous, acteurs, vous, Knoxo, on vous accuse souvent de ne rien faire pour retrouver justement ces acteurs, vos collègues qui sont aujourd'hui disparus, on ne les voit plus. Peut-être c'est l'impression que vous avez. Il y a des questions sensibles. Nous sommes très professionnels. Il y a des questions sensibles qui se traitent avec professionnalisme. D'accord. Ce n'est pas le fait qu'on va se mettre sur la toile en dire que... D'abord, ça ne règle pas le problème. Certains pensent que quand il y a une disparition, il faut tout de suite accuser l'État pour être responsable, parce que celui qui a disparu est un acteur public. Non. Pas forcément l'État. Nous ne sommes pas la justice. N'est-ce pas? Nous n'avons pas de preuves. Quand il y a des situations comme ça, je suis en train de parler, le ministre de la Justice est en train de me regarder. Et ça ne fait même pas un mois, j'ai échangé avec lui pour le rencontrer. Et c'était pour faire des propositions par rapport à des situations comme ça. D'accord. Si je mens, il me regarde. Alors, je vais dire quoi? Il y a plusieurs actions que nous faisons, tapis dans l'ombre. Oui. On n'a pas besoin de faire de la publicité là-dessus. Donc, tenez-vous bien, nous travaillons là-dessus, nous faisons des plaidoyers, mais nous n'avons pas besoin de publier ça. Vous le faites discrètement jusqu'à obtention des résultats. Ceux qui doivent accéder à vos plaidoyers se découragent. Oui, tout à fait. Donc c'est pourquoi... Alors, moi, oui, votre question, sa réponse, et puis les téléspectateurs. Selon vous, en tant qu'activiste de la société civile, quelles sont les contraintes auxquelles le président pourrait faire face? Honnêtement, les contraintes auxquelles le président pourrait être face, c'est quoi? C'est
Les attentes nombreuses de la population. Son sens de pitié. Je le dis parce qu'on a l'impression que le président de la République, il a un sentiment qui l'empêche maintenant de prendre des décisions. Ça va être une contrainte pour lui-même. Il devient grand-père maintenant. Il devient grand-père. Il n'a plus père. Non, quand je dis qu'il devient grand-père, c'est-à-dire qu'il devient le grand-père qui ne peut pas sanctionner. Il avait des décisions courageuses et maintenant ça a commencé à s'effriter. Il faut qu'il sanctionne. Quand je parle de sanctions, ce n'est pas seulement sanctions contre les citoyens, des sanctions contre ses proches. D'accord. Aussi. D'accord. Des sanctions contre tous ceux qui ne veulent pas l'accompagner dans ce sens. D'accord. Rien ne sert à applaudir pour un président de la République pendant que tu sais qu'il est dans les erreurs, pendant que tu sais que ce qu'il est en train de poser comme acte ne l'arrange pas. La deuxième chose, les contraintes. Parce qu'aujourd'hui, il a beaucoup d'acquis. La chose la plus difficile était de maintenir la Guinée dans un environnement paisible. Cesser les manifestations violentes, je dis bien violentes, parce que cela donnait une mauvaise image à notre pays. Tout à fait. Ça n'encourageait pas les bailleurs de fonds. Ça n'encourageait pas justement les bailleurs de fonds. Oui. Aujourd'hui, l'autre contrainte qu'il va avoir, moi à mon sens, c'est sa capacité, je n'appelle pas ça contrainte, moi j'appelle ça défi, c'est sa capacité d'associer tout le monde. Ça, je vois ça comme un problème. D'accord. Parce que ça fait au moins 2 ans. Oui. Le gouvernement guinéen a des problèmes d'associer dans le vrai sens du mot les autres entités à la gouvernance. D'accord. Ça. Et pour cela, il peut compter sur vous, non? Société civile. Dans quel sens? Quand vous dites que mettre tout le monde d'accord. Oui, nous, dans notre rôle, il peut compter sur nous dans notre rôle. D'accord. Nous n'avons pas l'ambition d'aller dans le gouvernement. Nous n'avons pas cette ambition-là. Non, je vous le dis. Oui. Vous, particulièrement. Quand je dis nous, je parle de moi. Je parle de moi. Vous n'êtes pas intéressé à un poste ministériel. David, il faut qu'on soit clair à ce niveau. Oui. Vous n'êtes pas intéressé, M. Gabriel, à un poste ministériel? Rassurez-vous, Gabriel, maintenant, là, n'est pas intéressé. Qu'est-ce que Gabriel veut? D'accord. Gabriel veut avoir une société civile dynamique, responsable, qui puisse aider l'État à jouer son rôle. D'accord. Mais il faut que le président travaille à faciliter sa relation avec la société civile. En faisant quoi? Aujourd'hui, l'espace société civile commence à se rétrécir. Pour avoir un agrément ou renouveler ton agrément, je suis interpellé à tout moment. La chaîne va jusqu'à la présidence. C'est compliqué ça. Quand vous adressez la lettre, vous sommes dans la refondation, M. Abba. Non, non, non. Ça, c'est une restriction. Quand vous adressez une lettre au ministre, il y a une chaîne qui va jusqu'à la présidence. C'est très lourd. La présidence a tellement de choses à faire. Les acteurs de la société civile ont pris un élan, honnêtement, qui contribue, qui aide l'État. Oui. Mais vous avez dit que le président, c'est le père de la nation. Bien sûr. Il ne faut pas radicaliser les positions de ceux qui contribuent déjà à la gouvernance et au processus de développement du pays. C'est un plaidoyer que je fais pour les organisations de la société civile. Écoutez ce plaidoyer. Il faut que le président de la République prenne ses dispositions. Il faut faciliter l'obtention des agréments et le renouvellement des agréments. D'accord. Ça va aider. La société civile n'a pas de subvention. Les partenaires, c'est les partenaires techniques et financiers qui financent les organisations de la société civile. Si celles-ci n'ont pas d'agrément, ça rend compliqué leur contribution au développement du pays. Par exemple, les initiatives qu'on vient de citer, ce n'est pas forcément l'État qui va financer, c'est des partenaires. Et si ils n'ont pas d'agrément? Allez-vous, réaction des téléspectateurs? Lui, c'est Badri Abdourahman, élève en 11e année littéraire au lycée Lafou, c'est dans la préfecture de l'Elouma. Merci, j'apprécie bien le débat et je vous félicite chaleureusement. Il me suit depuis l'Elouma. Lui, c'est M. Mohamed Madi Ousso depuis Koya. Bien avant l'élection du président Mamadi Doumbouya, il a prouvé qu'il est sur le pied de guerre pour le développement du pays. Nous espérons qu'il ne va pas changer la direction parce qu'il est maintenant élu. C'est son premier mandat de 7 ans. D'accord. Merci à vous également.
c'est Daniel Ouagani Jimmy Tolno. Je salue votre invité, Monsieur le Président. Voilà ma question, exclusivité. Donc le Président de la République a parlé avant et après et il est possible, à votre avis. Moi, je n'ai pas bien compris cette question, mais on va revenir après. C'est M. Ibrahima Mouri. On reviendra pas après l'émission est finie. Je vous écris depuis Kountia concernant le déguerpissement et encore M. Abba doit savoir que tout le monde mérite la grâce présidentielle, peu importe le crime commis. Bonsoir, chers auditeurs. Monsieur Alseni Bangoura, je vous suis depuis Kindia. Déjà, la grâce, c'est la discrétion. Je remercie très sincèrement Grand Angle. Merci, Président Gabriel Abba. Votre présence aujourd'hui à Grand Angle et votre soutien, votre gentillesse, vivement. Le Président Mamadi Doumbouya, et nous prenons ce dernier. Merci à vous. Nous suivons votre émission depuis Koya. Monsieur Souleymane Naba, recevez toute l'actu nationale. Merci à vous. Voilà, on me fait signe que nous sommes bousculés par le temps. Monsieur Abba, merci d'être venu sur le plateau de Grand Angle pour apporter des éléments de réponse à nos questions. Peut-être un dernier mot en 30 secondes. Un dernier mot. Oui. Et ça, c'est un message à l'endroit de tout ce qui représente le président de la République à tous les niveaux. Et la main tendue du président se manifeste à travers les actes qu'il pose. Oui. Renforcer la confiance des institutions dans leur collaboration avec les citoyens. Aux citoyens, le président de la République a bénéficié d'une grande confiance des populations. Et il faut que cela se matérialise par aussi les comportements civiques à tous les niveaux. Le président de la République, je l'ai dit ailleurs, chaque fois qu'il doit prendre des décisions, j'invite le président à penser le jour où il prêtait serment au stade Lansana Conté, cette grande ferveur, cette grande mobilisation, cette grande adhésion des populations mérite d'être, n'est-ce pas, accompagnée par des actes qui vont faire avancer notre pays. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Grand Angle. Merci à vous trois d'être venus avec des analyses pertinentes. On vous retrouve demain pour un autre numéro de Grand Angle. Merci à nos cadreurs et à notre réalisateur Nyalama, Al-Khali Mohamed Keita, qui était derrière la console pour appuyer sur le bouton pour qu'on nous voie un peu partout en Guinée à travers le monde. Visitez notre pays, la Guinée, terre de richesse et d'innovation. Portez-vous bien. Ciao.